C'est aujourd'hui qu'entraient en vigueur, ou devraient entrer en vigueur les nouveaux tarifs imposés par les États-Unis, autant à nous, les Canadiens, le Canada, qu'aux Mexicains, et on verra par la suite. Maintenant, beaucoup de questions sont encore suspendues parce que quels seront exactement les taux de tarification, pour combien de temps tout ça est imposé là, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut retirer ça, quels sont les domaines dans lesquels on applique tout ça. C'est évidemment très complexe. Ce que je trouve de très, très troublant dans toute cette histoire-là, il nous l'avait annoncé au mois de novembre. Hein? Fait qu'on a le droit ce matin d'être peut-être surpris, anxieux, mais en même temps, est-ce qu'on aurait dû mieux se préparer? Mais on croyait tellement pas au personnage que lorsqu'en novembre, il garoche ça, on dit ben non. Après ça... Il a changé 650 fois d'idée aussi. Là, oui, mais ça, il l'a quand même dit, puis là, il le fait. Là. Fait qu'on est à travers une période, puis il nous avait même donné un délai de 30 jours. Il y a exactement 30 jours. Donc, pour en parler avec nous, il est membre associé de la chaire Raoul Dandurand, expert en institutions politiques et société américaine. Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, mais un peu surpris. Franchement, c'est pas une belle époque, mais à un test comme ça va être... s'il faut trouver la bonne nouvelle dans tout, la réponse québécoise, la réponse canadienne va être... C'est un grand réveil. On avait depuis presque l'existence du pays un allié indéfectible, un allié traditionnel en les États-Unis. Là, on se rend compte que ce n'est pas l'allié qu'on pensait et il va falloir se prendre en main. Oui, mais je veux pas exagérer, mais l'Ukraine avait la Russie comme allié il y a longtemps aussi, puis là, un envahit l'autre. Là, fait que c'est pas... il y a des fois, il y a des dissensions comme ça. Là, c'est évidemment pas les mêmes niveaux, donc, on perd cet allié-là. Est-ce que, Guillaume, tu crois que c'est pour simplement shaker la cabane puis que ça va revenir à la normale, ou on est vraiment dans des années tumultueuses avec notre voisin? Ce sera des années tumultueuses. D'abord, on voit les tarifs d'aujourd'hui, c'est la démonstration que la raison évoquée pour les tarifs ne tient pas la route. Au départ, c'était je vais mettre des tarifs en urgence sur le Mexique et le Canada à cause de la porosité des frontières, les immigrants illégaux, le fentanyl. Donc, c'est pour ça qu'il y a des tarifs. Le Canada a tout fait, là, a dépensé beaucoup d'argent pour sécuriser la frontière, même si, très franchement, dans l'océan du fentanyl qui rentre aux États-Unis, là, c'est des gouttes qui passent du Canada. Là. Et il n'y a rien de ça qui fait. Alors là, il ne faut pas tomber dans le panneau d'essayer de comprendre qu'est-ce que le Canada pourrait faire pour essayer de trouver comme concession pour que Donald Trump puisse être contenté puis enlever les tarifs. La vérité, c'est que Donald Trump veut des tarifs parce qu'il y a une espèce de théorie économique comme quoi si tu mets plein de tarifs, l'économie va se déplacer des pays étrangers vers les États-Unis. Les usines vont s'installer aux États-Unis, puis là, ils vont être arrosés d'emploi et de prospérité. C'est jamais arrivé dans l'histoire que ça fonctionne comme ça, mais il y a cette théorie-là. Mais le vrai objectif de Donald Trump pour les tarifs est plus, je dirais, à court terme, ou plus petit. Donald Trump a besoin d'argent. Et les tarifs, il fait croire que c'est le Canada qui va les payer, mais c'est les Américains qui vont les payer. Mais c'est comme une augmentation de taxes déguisée. Puisque ça paraît moins, Donald Trump se dit, si je mets des tarifs importants sur mes principaux partenaires commerciaux, où il y a des pipelines de produits chaque jour qui traversent, ben là, je vais pouvoir avoir des centaines de millions de dollars dans le budget américain. Et j'ai besoin de cet argent-là pour faire mon programme d'expulsion qui coûte très cher, et surtout pour trouver de l'argent pour faire des baisses d'impôts. Et là, la grande question, c'est une course contre la montre. Qu'est-ce qui va arriver en premier? L'inflation qui va faire que Donald Trump va perdre sa capacité politique d'imposer des choses, parce que les gens vont être trop furieux contre lui, ou l'entrée d'argent qu'il va vouloir transformer très rapidement en baisse d'impôts pour acheter la paix. Et ça, c'est un point d'interrogation encore. Parce que souvent, au niveau des produits canadiens qui rentrent aux États-Unis, les Américains
dans un certain pourcentage, un certain niveau, vont, à cause de la hausse de prix de 25% quasiment systématique, vont peut-être se priver de ces produits-là. Fait que, donc, l'entrée d'argent ne sera pas là de leur côté. Et nous, bien évidemment que là, les usines, les transporteurs, tout le monde va être très, très affecté par ça. Oui, mais il y a autant d'effets que de tarifs et de produits. C'est pas, par exemple, si c'est des tarifs de 25%, ça se pourrait qu'il y ait que ce soit 25% d'augmentation dans le prix, mais c'est pas sûr. D'abord parce que on pourrait présumer qu'il va y avoir une pression à la baisse du dollar canadien, ce qui ferait que à la fin c'est pas 25%. Fait que peut-être que le 25 devient plus 17 ou plus 12. C'est quand même plus cher. Après ça, tous les produits sont pas égaux entre eux. Il y a des produits pour lesquels je peux me tourner et acheter d'autres choses. Par exemple, prenons le cas de nous avec le bourbon. Bon, ben, j'aime bien ça, moi, le bourbon du Kentucky, mais s'il n'y en a pas, je peux me tourner puis trouver facilement des alternatives, que ce soit du whisky canadien ou autre. Aux États-Unis, s'ils disent je prendrai pas l'aluminium qui vient du Canada, ben, l'aluminium est un marché très, très, très serré. Il y a plus de demandeurs que d'acheteurs. Et il n'y a pas d'alternative à l'aluminium. Alors là, ça veut dire que le coût va être transféré directement aux consommateurs. Et ça va être très difficile. Est-ce que et Donald Trump lui a été élu pour baisser l'inflation. Ouais. Il n'y a rien là-dedans qui est une recette pour faire baisser les prix, là. Est-ce que les Américains sont aussi, parce que dans les rassemblements publics, ça semble encore une fois être la superstar américaine. Tu sais, il faut pas oublier que un peu plus de la moitié des Américains qui ont voté pour élire ce président-là, qui a pas mal dit qu'il ferait ces choses-là. Fait que, est-ce qu'ils sont encore autant derrière lui ou on sent que ça s'effrite et plus rapidement qu'on pensait? Ça s'effrite. Il y a un côté normal à ça. Habituellement, on termine son mandat en politique moins populaire que quand on l'a commencé. Mais dans les choses que Donald Trump, c'est vrai qu'il avait dit qu'il ferait tout ça, mais il avait aussi dit, avant même que je sois en poste, la guerre en Ukraine va être réglée. Puis après ça, il dit, je vais vous régler ça au jour 1. Et après ça, il avait dit, l'inflation, et là je le cite, ça va arrêter au jour 1. L'inflation était plus 3% lors des derniers chiffres. Il blâmait un peu Biden. On va voir pour les chiffres d'emploi la semaine prochaine puis l'inflation la semaine suivante, mais il n'y a rien qui indique que les États-Unis sont en boom économique là, à ce niveau-là. Alors ça risque d'effriter la chose. Présentement, la grande conversation de table aux États-Unis, c'est le prix des œufs qui augmente de manière importante, entre autres parce qu'il y a moins d'offres qu'il y en avait. Et la solution pour essayer de baisser le prix des œufs proposée par l'administration Trump, c'est d'augmenter les importations du Canada. Alors, quand Trump dit d'un côté, on n'a besoin de rien de ce qu'ils font au Canada, il est dur de trouver une ligne cohérente et directrice avec Donald Trump parce que il n'est pas dans la prise de la vérité. Et lui, il y a un pipeline médiatique avec Fox News qui, peu importe ce qu'il dit, Fox News va essayer de transformer ça en quelque chose de génial et de merveilleux. À la fin, la présidence américaine, c'est 18 mois, parce qu'à chaque 2 ans, on a un nouveau gouvernement. Les prochaines élections de mi-mandat, dans moins de 2 ans, sont peut-être les plus importantes pour nous que jamais. Parce que si Trump si les républicains ont une défaite importante aux élections de mi-mandat, ben là, peut-être que certains républicains vont dire, je vais arrêter de me coller sur le président, ce qu'ils font tous présentement, parce que je ne vais pas me faire réélire. Alors là-dessus, il va falloir que Trump est là depuis moins de 2 mois, là. Alors, est-ce qu'il peut raisonnablement maintenir la ligne comme ça? Il est encore trop tôt pour voir les effets réels, mais sa popularité commence à chanceler un petit peu. Souvent, là, moi, j'aime beaucoup qu'on se base sur l'histoire qui nous raconte comment ça s'est passé à différentes époques. Et généralement, on retrouve des similitudes dans l'histoire. Dans le cas présent, il est en train d'écrire une histoire qu'on n'avait jamais vue avant. Absolument. C'est-à-dire, il y a eu des présidences ou des époques isolationnistes et protectionnistes aux États-Unis. Oui. Par contre, si on regarde l'histoire, ça a toujours été un échec monumental. Soit ça a amplifié la crise économique, ça a fait... Savez-vous, c'est quoi la recette du chaos dans laquelle les Américains vont finir par devoir aller? C'est de se retirer. L'aide internationale, c'est pas juste pour se sentir bien, là. Si vous avez un endroit dans le monde avec un gouvernement inefficace,
avec une pauvreté importante, avec des jeunes sans avenir, c'est le terreau idéal pour des groupes terroristes, pour des associations ou des volontés de propager le chaos. Alors, les Américains, quand ils font l'aide internationale, c'est mieux d'essayer d'augmenter le niveau de vie ailleurs pour pas créer quelque chose qui pourrait être une espèce de propagateur de problèmes par la suite. Puis à la fin, que ce soit après la Première Guerre mondiale où les Américains ont attendu longtemps et n'ont pas eu le choix d'y aller, en Deuxième Guerre mondiale, ça a été la même chose. En Ukraine, l'idée de se battre contre Poutine en Ukraine, c'est d'éviter d'avoir à le faire plus tard sur le propre territoire de l'OTAN. C'est un peu ça le message du président Zelensky. Là où il y a un choc réel, c'est qu'il y a une matrice générale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un club, le club de l'Occident, basé sur des principes, basé sur une certaine idée de la démocratie, basé sur l'idée partagée qu'on ne change pas les frontières à la pointe du fusil et que le droit est plus important que la force. Et là, on se retrouve, et dans cette matrice-là, le leader, c'était les États-Unis. Et là, vous avez le chef des États-Unis qui dit « J'y crois plus à ce groupe-là. Moi, je veux m'entendre avec les forts. » Et c'est la force. Il n'y a pas le droit comme tel. Il n'y a que la force. Poutine est un homme fort. Ça fait mon affaire. Je pourrais m'entendre aussi avec la Chine. Et là, les autres membres du club, dont le Canada, doivent se dire si on croit encore que ce pacte-là vaut la peine, là, il faudra prendre un peu plus de coffre. Il faudra se tenir debout un peu plus. Et ça, évidemment, c'est un réveil. Là, je comprends très, très bien que les Américains vont souffrir de ces taxes-là parce que c'est eux qui vont payer. Je comprends le principe et je trouve ça... Puis, tu sais, ça va ébranler le pays au grand complet. Maintenant, nous, au Canada, qui voulons répliquer également avec des frais supplémentaires douaniers, pourquoi on fait ça? On veut faire vivre le même traitement aux Canadiens. Je veux dire, si c'est pour faire augmenter le prix des fruits et légumes qui viennent des États-Unis ou de n'importe quel autre produit, je veux dire, on les regarde se tirer dans le pied puis on dit, crème, on va faire comme eux autres, on va mettre une surcharge nous aussi. C'est quand même particulier, là. Mais à un moment donné, il faut se faire respecter. Imaginez ça, là. Donald Trump a été élu la première fois en disant que l'ALENA, accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, c'était le pire accord du monde. Il exige qu'on le renégocie, on lui donne, et lorsqu'il revient au pouvoir, sans même poser la question « est-ce que j'ai déjà un accord?», décide de déchirer ça et de mettre des tarifs qui créent des gros bouleversements pour nos entreprises, pour les gens. Il y a des gens qui vivent de l'angoisse. Et nous, il faudrait dire « écoutez, faites ce que vous voulez ». Je pense que ça prend, ne serait-ce que pour montrer que on n'est pas un État vassal, on n'est pas un satellite. Il y aura des contre-tarifs. Et là, les contre-tarifs, c'est aussi une occasion de faire pression sur Donald Trump. Par exemple, ça a l'air un peu toujours comique en disant, lui, il va mettre 25% sur notre aluminium et nous, on va mettre des tarifs sur le Bourbon. Ça a l'air anecdotique. Mais quand on détricote ça, c'est brillant. Parce que le Bourbon, il vient d'où? Il vient du Kentucky, qui est un État républicain. Et l'idée, c'est de savoir que si Trump est pour reculer sur les tarifs, c'est pas parce que les Canadiens vont l'avoir convaincu. Ceux qui vont le convaincre, c'est les Américains qui vont subir la pression. Et dans nos contre-tarifs, ils sont dessinés de telle façon qu'à faire augmenter la pression sur des entreprises américaines, sur des élus républicains, entre autres, qui vont faire pression sur Donald Trump. Par exemple, les produits agricoles. Par exemple, le Kentucky, c'est un des sénateurs les plus importants dans le camp républicain qui représente le Kentucky. Le jus d'orange de la Floride. Et nous, dans notre choix de tarifs, on va essayer d'aller vers des produits qu'on peut remplacer. Je reviens avec le Bourbon. On pourra prendre du whisky, ce qui vient du Canada. Sur certains produits. Il y a des produits sur lesquels on n'a pas d'alternative, mais il y en a beaucoup pour lesquels on en a. Et c'est là où l'idée, c'est de faire pression sur les entreprises américaines. Pourquoi le premier ministre québécois, François Legault, ne veut pas, par exemple, mettre une surtaxe ou tout simplement interrompre le service électrique que l'on offre aux Américains? Ça, ce serait, me semble, un geste très, très fort en disant, vous n'avez plus besoin de nos produits, arrangez-vous, pas de courant. Il me semble que c'est majeur et important, mais ça me semble illogique comme façon de faire.
Mais le premier ministre de l'Ontario, lui, dit ça ouvertement, là, c'est-à-dire, je le dis un peu comme il le dit, je vais fermer la switch, vous vous arrangerez. Par contre, l'Ontario exporte pas mal moins d'électricité que nous. Ce serait la mesure ultime. Hein, s'il y a de l'électricité à New York, s'il y a de l'électricité à Boston, c'est un peu grâce au Québec, là. C'est aussi des revenus incroyablement importants pour l'État québécois. Alors, si on coupe l'envoi d'électricité, on se coupe aussi des revenus, là. Et c'est un peu comme, est-ce que nous, on veut déchirer complètement un contrat qu'on a négocié de bonne foi? Alors, là-dessus, on n'a peut-être pas besoin de se rendre là. Ça fait partie du coffre à outils possible. Mais lorsque Trump met des tarifs, et ça, il faut le répéter parce que Trump propage le mensonge que c'est nous qui allons payer, c'est pas vrai. Un tarif, c'est une taxe à l'importation. Alors ça veut dire que s'il met 10% sur l'énergie, le compte d'hydro des gens de New York ou des gens du Massachusetts, par exemple, va être 10% plus cher. Alors, ça va faire un impact, là, parce que je suis pas sûr que ces gens-là souhaitent que leur énergie coûte plus cher, puis il n'y a pas d'alternative, là. Tu peux pas vraiment nécessairement te tourner de bord puis te transformer. L'électricité, tu peux pas en acheter d'avance. Alors ça va être important. Par contre, une chose qu'on peut faire, c'est de mettre une taxe à l'exportation sur des produits hypersensibles, et là, je parle de la potasse, qui est un engrais important qui vient de la Saskatchewan, que le système agricole américain a absolument besoin. Et moi, je pense qu'on devrait regarder la possibilité de mettre une taxe à l'exportation pour faire augmenter le prix pour les Américains. Et le monde agricole américain, c'est un monde qui vote particulièrement républicain. Donc, on peut imaginer que le pipeline de mécontentement pourrait rentrer pas mal plus vite dans le bureau ovale que si c'était des démocrates, par exemple. Bon, est-ce que tu crois, Guillaume, que ça va rentrer dans l'ordre dans les prochains mois ou on est parti pour une guerre qui va durer? D'ailleurs, ce soir, là, ce sera tout qu'un spectacle, là, ce discours de l'Union par le président Trump. Là. Oui, personne... Il est très, très, très difficile de dire ou de prédire qu'est-ce qui va arriver parce que Trump n'est pas un acteur parfaitement rationnel. Les raisons, il faut le rappeler, les raisons évoquées pour les tarifs sont même plus là, puis il y a des tarifs quand même. Alors là, il faut pas tomber dans le jeu des concessions. Il veut mettre des tarifs, on va mettre des contre-tarifs, on va prendre les actions pour rediriger notre commerce et poursuivre les pressions. Alors Trump, lui, va essayer de faire croire aux Américains que tout ça est une excellente bonne nouvelle, mais à la fin, il n'y a rien qui fait plus mal ou qui est plus convaincant que quand tu vas à l'épicerie puis tu vois le prix, que quand tu vas faire le plein puis tu vois le prix. Si les prix ne baissent pas, Trump peut bien dire ce qu'il veut. Il va trouver que sa coalition derrière lui diminue à chaque jour et très vite. Et nous, il faut qu'on maintienne la pression. D'accord. Alors, j'en ai une petite, Steph, juste avant de partir. Parce vas-y. que, tu sais, avec tout ce qu'on dit, Guillaume, tout ce qui est, ce qu'on apprend dans les dernières semaines, les traités de commerce qui sont bafoués, les règles de commerce qui sont pas respectées, les histoires qui se passent en Ukraine, etc., je pense que c'est pas déraisonnable de se demander, est-ce qu'il y a un réel rempart face à un troisième mandat d'un président comme celui-là? Je sais que c'est limité à 2 dans la Constitution, mais qu'est-ce qui l'empêcherait éventuellement de faire un changement à ça, puis de se, comme Poutine le fait un peu d'ailleurs du côté de la Russie, de se déclarer président à vie pratiquement, là? Est-ce que c'est dans le monde des possibles ou on rêve quand on pense à ça? Moi, j'y crois pas, mais le seul fait que cette question-là puisse exister, puis elle est bonne, puis qu'on fait presque un parallèle entre Trump et Poutine, ça démontre à quel point le terme présidentiel a changé de définition, là. Ouais. Alors, on peut toujours changer la Constitution aux États-Unis. C'est possible, c'est légitime et c'est correct. Mais pour changer ça spécifiquement, il faudrait le 2/3 du Sénat, le 2/3 de la Chambre. Et une fois qu'on a ça, ce qui est loin d'être évident, là, il faudrait que le 3/4 des États votent en faveur d'un tel changement. Okay. Alors, ce serait politiquement, ça me semble impossible. Ça prend aussi beaucoup de temps. Habituellement, les changements constitutionnels sont pas là pour faire des choses controversées. Ils sont là pour ratifier quelque chose sur lequel tout le monde s'entend. Moi, je n'y crois pas. Puis Trump, déjà, c'est un peu une force de la nature. Là, il y a presque 80, puis il parle des fois pendant 2-3 heures, mais il va pas rajeunir, là. Déjà qu'on se demande des fois s'il est tout là. Moi, je pense pas. Par contre, le mouvement MAGA, qui est bien plus large et bien plus enraciné que Trump, lui pourrait gagner un 3e mandat, que ce soit avec J.D. Vance ou un autre. Alors, c'est pas juste Trump. C'est tout un mouvement derrière qui, lui, pourrait être au pouvoir pour au moins un 3e mandat.
Guillaume, est-ce que tu détestes ton choix de carrière d'avoir choisi d'être un expert en société américaine? As-tu dû prendre un autre pays, mettons? Les Chinois ont un superbe proverbe qui dit « Puissent-ils vivre dans des moments intéressants? » Alors, ça reste intéressant. Et rappelons quand même que la société américaine, ce n'est pas que Trump. Moi, j'ai plein de collègues aux États-Unis qui m'écrivent en disant « Je suis tellement gêné de mon président. » Vous savez, c'est le même pays qui a voté pour Ronald Reagan. Ce matin, moi, souvent le mardi, je fais une publication, mardi mémoire, et c'est Reagan qui accuse les charlatans du protectionnisme, qui se drapent dans le drapeau américain pour essayer de faire croire que c'est vraiment en faveur de la prospérité du pays, alors que le protectionnisme et les tarifs, c'est complètement stupide et qu'on ne devrait pas voir nos alliés commerciaux comme des ennemis, mais au contraire comme des partenaires. C'est aussi un président américain qui a dit ça. Alors, des fois, c'est moins intéressant, mais la résilience américaine, j'ai encore confiance que Trump un jour sera un astérix dans l'histoire, puis on aura rétabli je dirais la normalité des choses. Est-ce que je me trompe? Une dernière chose, là. Est-ce que je me trompe si je dis que les États-Unis que l'on connaissait aller jusqu'au début de l'année 2025, qui ont connu une prospérité économique gigantesque à travers les 50, 75 dernières années, n'est pas un peu dû à leur ouverture, aux échanges commerciaux avec la planète au grand complet? C'est cette ouverture-là qui a fait des États-Unis ce qu'ils étaient en janvier 2025, non? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un lien direct entre l'ouverture des frontières et l'augmentation de la prospérité. Ça, c'est vrai depuis que le commerce existe. Okay. Ceci étant, là où il y a peut-être des cas où c'est pas toujours vrai, c'est que les bienfaits du libre-échange sont bien plus grands que les désavantages, mais les désavantages sont toujours historiquement concentrés sur quelques secteurs et quelques lieux géographiques. Et par exemple, le fait d'avoir de l'acier qui coûte pas cher, qui vient de Chine, c'est mieux pour l'économie américaine et le prix à la consommation. Mais dans des petites villes de l'Ohio, d'où vient J.D. Vance d'ailleurs, et que l'acierie a fermé, ben là, ça a des conséquences importantes. Et c'est peut-être ça la grande leçon du consensus des années 90 qui a l'air de s'effondrer, c'est de ne pas avoir suffisamment reconnu qu'il y a des désavantages au libre-échange et qu'il faut essayer, dans le fond, de massivement investir là où se font sentir les effets négatifs de manière concentrée. Et d'avoir laissé pour compte ces communautés-là, ça, c'est peut-être, je vous dirais, le certificat de naissance du mouvement MAGA, là, des lieux qui ont été abandonnés. Et ça, de l'avoir laissé de côté, d'avoir considéré juste les prix à la consommation et l'augmentation de richesse, ça prend pas en compte les inégalités, ça. Alors ça, c'est peut-être la correction dont on aura besoin. Good. Merci beaucoup, Guillaume. Encore une fois, très éclairant, très apprécié. Au plaisir. Au plaisir. Guillaume Lavoie, qui est membre associé à la chaire Raoul Dandurand, sont des experts en institutions politiques et société américaine. Donc, je vais tenter de vous expliquer ça un peu. C'est quand même, ça n'enlève rien à l'angoisse que bien des gens vont avoir. Hier, j'entendais François Legault qui est passé de une possibilité de 100 000 personnes qui perdent leur emploi au Québec et jusqu'à 160 000. C'est pas rien. Oui, oui. C'est qui Raoul Dandurand? On sait qu'il y a une chaise, mais à part de ça, je sais pas c'est qui. C'est pas une chaise, c'est une chaire de recherche. Okay. Je ne sais pas c'est qui, moi non plus. Un ancien sénateur canadien. C'est un ancien Canadien? Bon. Fait que, il est décédé en 1942. Oh boy. Fait que c'est ça. Donc, c'est ce qui se passe avec les États-Unis. Donc, la pression ne diminuera pas, ça c'est certain. 160 000 emplois au Québec perdus, comme l'avançait François Legault hier, c'est quand même énorme. Steph, on n'a pas encore parlé de la route de l'Arctique puis du Nord puis tout ça, là. Mais tout ça va venir là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Là, c'est des questions cruciales de dizaines puis de centaines de milliards de dollars, là.
Faut pas se cacher, là, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Là. Pourquoi, c'est sûr? Parce que la route de l'Arctique, c'est... Oui, mais si, mettons, la population américaine, à un moment donné, se tanne plus rapidement qu'on pense, mettons, dans 2 ans, ça peut arriver que ça vire de bord, là. Puis 2 ans, c'est vite fait, là. Ouais. Il y a déjà quelques mois de passé. Je veux pas non plus qu'on soit alarmiste. Ah, mais la route de l'Arctique, tu as 8 pays qui se séparent un territoire en ce moment, puis tu as 2 grandes puissances qui veulent l'avoir à eux deux, la Russie et les États-Unis. Puis ça, là, tu sais, c'est avec le dégel des glaces, fait qu'on va pouvoir couper les voyages. Donc, toi, tu penses que les Américains, là, vraiment, ils veulent être associés comme on l'était avec les États-Unis, mais avec les Russes. Là. Tu penses que... En ce moment, j'ai rien qui m'empêche de croire Qu'ils veulent vraiment marcher main dans la main? Particulièrement le traitement de l'Ukraine puis de Zelensky. Oui, ça, je le comprends. Je le vois aussi. Puis, tu sais, il y a bien d'autres choses. Ils ont... les Américains ont arrêté tout ce qu'ils faisaient comme recherche sur les pirates informatiques russes. Exact. Autant pour l'influence dans des élections n'importe où sur la planète. C'est plus une menace informatique. Non, c'est plus une menace informatique. Et surtout que les plus grandes fraudes informatiques provenaient d'un certain secteur et c'est un département de la politique américaine qui travaillait à essayer de contrer ça. C'est fermé d'un coup sec. Là. Fait que je le comprends, tout ça. Mais... Puis je veux pas non plus me fermer les yeux et dire on verra bien, mais aussi d'alarmer, de dire mais tant qu'à ça, il va prendre le contrôle de la planète au complet, puis il va nous éliminer, nous exterminer. Mais c'est son but, de prendre le plus grand contrôle. Je parle de Poutine, je parle pas de... Oui, mais c'est parce que c'est des gens... Et la question de Pierre, qui a été très bien répondue par Guillaume, c'est qu'il pourra pas être là pour des mandats supplémentaires. C'est ça, les étapes sont bien établies. Guillaume l'a bien expliqué. Ça, c'est pas impossible, mais ce serait extrêmement difficile d'avoir le temps pour se rendre jusque-là. Puis, il y a comme il a dit, il y a 80 ans aussi. Là. Oh oui, c'est ça. Il y a plein d'éléments dans tout ça. Ah, c'est vraiment pas simple ce qui se passe en ce moment. Moi, il ne faut pas céder à la panique. Non, mais je suis vraiment surpris de me réveiller dans ce monde-là. Je pensais pas qu'on allait vivre ça de notre vivant. Mais tu sais, l'avenir est difficile à prédire. Puis tu m'aurais parlé de ça. Hey, dans les 5 dernières années, il y a ça puis la pandémie qui surviennent. Là. En 5 ans, là, pour le monde nord-américain, entre autres, là, où est-ce qu'on est habitué à ne pas avoir de problème. Là, exact. Fait que... Je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Si c'est beaucoup plus négatif pour les Américains et ça semble se dessiner de cette façon-là, c'est ce que l'histoire nous démontre. C'est ce que tout le monde prévoit. Oui, mais si c'est difficile pour les Américains, c'est eux autres qui vont se rebeller à un moment donné contre leur propre... C'est eux qui vont vivre. Ça va être difficile pour nous, les Canadiens et les Québécois, mais ça va être encore plus difficile pour les Américains. Puis eux autres, ils ont peut-être la mèche encore plus courte que nous l'avons. Fait que c'est ce que... Je sais pas, est-ce que la force du dollar américain versus la faiblesse du dollar canadien va faire qu'ils vont être capables d'endurer ça pendant un bout? Je le sais pas. Mais en même temps, nous autres, en faisant nos affaires à l'interne, essayons maintenant de voir comment on va s'autosuffire et comment on pourrait se garder la tête hors de l'eau à l'intérieur de notre pays. Avec, tu sais, je comprends bien, là, j'entendais que le contrat que l'on a avec l'Europe de libre-échange est très avantageux pour le Canada, ça aussi. Mais ça reste que, maintenant, on parlait des œufs, tu sais, du métal, ça va, mais en même temps, livrer du métal en Europe, c'est pas mal plus coûteux, pas mal plus compliqué que de le livrer aux États-Unis, direct à côté. Tu sais, c'est pas mal plus facile de lever une bâtisse en acier à Boston qu'à Hong Kong ou à Paris. Fait que, donc, je comprends qu'on peut se tourner vers ces domaines-là. Et en même temps, peut-être, tu sais, François Legault, hier, parlait de réorienter des usines ou des endroits pour changer un peu la façon de fabriquer les choses. Est-ce que ça, c'est envisageable? Et comment ça va durer de temps aussi? Moi, je veux juste pas céder à la panique. Je ne diminue pas ce qui se passe, mais je cède pas à la panique. C'est pas vrai que je veux qu'on se mette à capoter. Je comprends très bien. Je vais faire très attention. Puis c'est pour ça que je te disais que l'épicerie, que c'est toi que je connais qui connais le plus ça, va être le premier baromètre dans nos agissements à comment on réagit à ça. Tu sais, des tomates de serre, il y en a. Je prends tout le temps les tomates d'exemple, parce que semble-t-il que c'est le produit qui vient en plus grande quand... Si on marche au prorata de ce qui est produit, c'est le plus gros pourcentage
qui vient des États-Unis par rapport aux autres produits concurrents de la même sorte. Donc, vous allez me dire le jus d'orange peut-être, mais jus d'orange, d'après moi, il doit y avoir des alternatives. Je ne sais pas. Au Mexique, il doit faire du jus d'orange. Je connais pas ça, là. On peut boire du jus de pomme aussi. Hein. Ah oui. Puis, on fait des pommes ici. Hey, non, Karen. On est les rois de quoi? Sirop d'érable. Non! Canneberge. On est dans Potasse. Oui! Oui. Le jus de canneberge. Alistair, puis Tous tout, les là. produits américains sont retirés des tablettes de la SAQ. Bon, ils sont retirés, fait qu'on les a payés, on va les mettre en backstore, puis on va On manger va les les revendre tantôt au marché aux puces. Moi, je vais tester des recettes de confiture aux pommes de terre en fin de semaine. Oui! On en a plein. Ça, c'est vrai, des patates. Ça, c'est à nous autres, les bonnes patates frites. Hey, eux autres, s'ils n'ont plus de frites, là, c'est peut-être là qu'on va les avoir puis les tordre. On peut-tu envoyer Kiwi négocier avec toi? Oui, on va l'envoyer. Ça va être certain. qui va être le plus mêlé des deux? Est-ce que c'est une invention de l'intelligence artificielle ou c'est vrai Quoi? qu'il y a un épisode des Simpsons qui date de quelques années, donc aux années où Trump était président américain, de son premier mandat, qui ont fait un épisode et que Trump se chicane avec un haut parlementaire américain, par contre, dans l'épisode, et qui se fait assassiner dans cet épisode-là? Avez-vous vu cet extrait-là? Non. Moi, j'ai vu passer ça 2-3 fois sur les médias sociaux. Puis je trouvais drôle, mais je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui est là à cause de la force des choses. Mais je me disais, les Simpsons, ils ont pas mal tout le temps la vérité au bout du crayon. 93. La radio qui fait parler. De retour après la pause.